Salut, c'est moi, Andrzej, et voici la Triumph Street Triple RS 765, modèle 2020. C'est son nom. Une moto pour l'année 2020, très similaire à celle que j'ai conduite en 2017. Très similaire à celle de 2016, 2015, 2014, 2013, jusqu'à 2007, année où nous avons vu pour la première fois la Triumph Street Triple. Si quelque chose est bon, il suffit de l'améliorer, il ne faut pas le changer. Et c'est un exemple qui explique pourquoi la Street Triple est un roadster aussi réussi depuis toutes ces années. Je me souviens, ce qui est intéressant, qu'en 2007, lorsque les premiers Streets sont apparus, c'est-à-dire les petits Triumph 3 cylindres, tout le monde est monté dessus et c'était un choc. C'était un choc et de l'incrédulité. Car ce moteur 3 cylindres, puisque ces motos avaient traditionnellement 3 cylindres en ligne, était une sorte de combinaison entre un moteur en ligne et un V et tout ce dont les gens avaient besoin. Un roadster qui a un bas régime raisonnablement puissant, un milieu fort, mais aussi du répondant en haut. Parce qu'on sait que si le moteur est bicylindre, surtout dans les roadsters, il a généralement du couple en bas, du punch au milieu, mais il s'essouffle en haut. En revanche, les moteurs 4 cylindres sont sympas, agréables, très doux à conduire. Mais si on ne les maintient pas dans la bonne plage de régime, ils n'ont tout simplement pas de reprise. Ils n'ont rien pour nous propulser. Et Triumph a tout simplement fait quelque chose de simple. Ils ont toujours fait ça. Ils ont retiré un cylindre du concept du moteur 4 cylindres et ont mis 3 cylindres en ligne. Grâce à cela, comme ils sont relativement plus gros, parce que la cylindrée était alors de 675, aujourd'hui environ 765. Cela fait que ces pistons, même si la cylindrée est similaire, disons, à celle de la concurrence, ces pistons doivent être un peu plus gros ou avoir une course plus longue. Et grâce à cela, la moto fonctionne mieux dans les bas et moyens régimes. Et quand tout le monde était devenu fou de Triumph, c'était du genre « Oh super, 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 super !» On roule sur ces Triumph. Et puis la concurrence a réagi en faisant par exemple ce que Triumph faisait, c'est-à-dire en produisant des moteurs 3 cylindres comme Yamaha avec la série MT, en la promouvant sous le slogan Dark Side of Japan. Et à ce moment-là, tout le monde s'est rué sur la Yamaha en disant « Oh mon Dieu, là ça envoie vraiment !» Parce qu'il y avait une plus grande cylindrée et une puissance de fou. Le truc, c'est que la Yamaha, elle est cool, impressionnante, mais ce n'est pas forcément ce qu'on recherche d'une moto. Je vais comparer la MT-09 et cette Triumph parce qu'il faut vraiment montrer de quoi il s'agit. La Triumph a toujours été un peu plus douce, un peu plus linéaire dans la façon de délivrer la puissance. Au premier coup de gaz, elle semblait moins puissante, mais au final, par exemple sur circuit, elle se révélait plus rapide. Pourquoi ? Eh bien parce que la Triumph, dès le début, avait un châssis super génial et agréable basé sur ce cadre. Ce cadre a vraiment très peu changé au fil des années. Je soupçonne qu'il ne s'agit que de quelques retouches cosmétiques et ce cadre, associé à une suspension de plus en plus performante qui était installée dans les éditions suivantes, ainsi qu'un bras oscillant modernisé, fait que cette moto se comportait de mieux en mieux et encore mieux sur la route. Finalement, aujourd'hui, il se conduit si bien depuis déjà 3 ans que, selon moi, c'est une machine géniale pour une utilisation sur circuit lors des track days. Qu'avons-nous actuellement? Il y a 3 ans, je reviens à il y a 3 ans, car c'était un très grand changement pour la Triumph Street Triple RS. Et d'ailleurs, notre test est disponible sur Fiat Motocycli. Il y a aussi une vidéo embarquée du circuit de Catalogne. C'est alors que je me suis rendu compte que la moto Naked Bike de Triumph pouvait se comporter comme une machine sportive. Il n'y a pas cette aérodynamique, c'était difficile sur les lignes droites, mais dans les virages, les sorties, le freinage, tout cela était tout simplement de la poésie. Génial, et l'électronique impressionnait aussi. Et ici, tout s'est déroulé en douceur pendant ces 3 années. J'étais même surpris qu'en 2020, ce modèle ait été présenté, car théoriquement, pourquoi faire? Celui-là est très bon, il avait déjà cette plus grande cylindrée de 765. Entre-temps, Triumph a commencé à fournir des moteurs pour le Moto 2, pour les championnats du monde, et bientôt, ils arrivent en course. Une partie de ce moteur est déjà utilisée, alors pourquoi changer cela? Mais comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreux contenus, Triumph vise à devenir une marque premium, à pousser tout au maximum, à faire en sorte que leur moto soit si bien finie que personne ne puisse critiquer aucun élément. Et cela se voit dans tous les commutateurs, dans la finition de cette machine. Car je répète toujours qu'actuellement, Triumph fait cela mieux que quiconque en ce qui concerne les détails.
À mon avis, cette fois-ci, ils sont allés un peu trop loin avec les compteurs, notamment le compte tour qui est un peu trop spatial, surtout sur circuit. Pour moi, il est illisible et je n'ai pas trouvé d'option pour le modifier, mais tant pis. Honnêtement, quand je roule sur circuit, je regarde rarement le compte tour parce que je préfère regarder où je vais et simplement écouter le moteur. Je sens quand il tire et c'est à ce moment-là que je passe les vitesses. Mais parfois, on se laisse un peu emporter. Cela ne change rien au fait que cette moto est réalisée de façon géniale. Et je vais tout de suite attirer l'attention là-dessus parce que je regarde ici, nulle part, bon peut-être sur une Panigale, non pas une Panigale, écoutez, c'est un peu honteux, mais je n'arrive pas vraiment à me souvenir maintenant d'une moto. Peut-être parce que cela n'existe nulle part ailleurs, nous avons ici un réglage du diamètre du piston dans le mètre cylindre de frein. Ici on tourne simplement une petite molette, on peut choisir entre 19, 20, 21 et cela ne change pas la distance du levier. Mais le levier a un autre rapport, ce qui fait que la sensation du frein est différente. Il peut être plus consistant ou plus rigide, chacun selon ses préférences. Moi je préfère des freins consistants, souples, faciles à doser, sûrement à cause du Supermoto. Et écoutez, c'est la preuve que sur une moto qui coûte combien ? Je ne sais pas, je ne me souviens plus, aux alentours de 40-50 000 zlotys. On a de tels petits détails raffinés. De même, le levier d'embrayage est réglable. C'est tout simplement nickel, impeccable. Des pneus Pirelli Supercorsa SP et des jantes légères. Ouah, tout. Une poignée de fait brut. La puissance a augmenté, mais c'est bien, car elle répond à la norme Euro 5 et c'est bien qu'elle n'ait pas baissé. Donc, on a toujours 123 chevaux. 123 ? Je crois que c'est 127. Je vais l'écrire quelque part ici. On a beaucoup de puissance sur cette moto et le couple est monté à 79, jusqu'à 79 Nm. Et ce qui est important, les plus grandes augmentations de la courbe sur le graphique se situent dans la plage de régime moyen. Balance ? Pfft, je ne sais pas. Pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Je pense qu'il est prêt à rouler à environ 200 kg, peut-être même moins. Vous pouvez me lyncher parce que je suis ignorant, mais faites-moi confiance. J'ai déjà appris que les données sur le papier ne disent pas tout. Je préfère monter sur la moto et ressentir comment elle roule et je peux toujours ajouter les données quelque part dans l'article. Comme ça, vous pourrez les vérifier vous-même. L'important, c'est qu'elle se conduit facilement et de toute façon, personne ne va la porter sous le bras. Mais bon, voilà, quelque part ici, il y a le poids, on l'ajoutera. Je me suis complètement perdu, mais je vais peut-être passer à la conduite de cette moto sur circuit et à l'utilité même du moteur. Je me souviens quand les Daytona 675 sont arrivés et que tout le monde s'est soudainement rué dessus pour courir dans la catégorie 600, justement parce qu'elles avaient ce couple puissant à mi-régime et que le haut du compte tour était tout à fait correct. Certes, aujourd'hui, on ne voit plus vraiment ces Daytona en course et vous allez dire, si elle est si géniale, alors pourquoi elle n'est pas utilisée dans le championnat du monde Super Sport ? Eh bien, c'est parce qu'elle n'est plus vraiment produite. Vous allez dire aussi que la CBR 600 n'est plus produite non plus et pourtant ils l'utilisent. Et là, je vous répondrai que ce sont les championnats du monde et dans les championnats du monde, ce sont des gens qui aspirent au titre de champion du monde, qui y participent et ils savent piloter dans cette plage de régime très étroite où la puissance maximale est produite. Et dans ce cas, le moteur 4 cylindres a effectivement un avantage car il peut monter plus haut dans les tours et générer plus de cette puissance. Mais pour nous, les amateurs qui roulons sur différents circuits, qui pratiquons, qui nous entraînons. Le plus important, c'est cette plage de régimes intermédiaires où même si l'on fait une erreur, on est simplement en train d'apprendre. On n'a pas besoin que la moto soit aussi agressive. Donc nous utilisons cette plage de régime intermédiaire et c'est exactement ça. En fait, c'est une combinaison géniale, vous savez, de marketing et il me semble qu'elle devrait être davantage exploitée. Le fait que ce moteur soit utilisé en Moto 2 et que ces Moto 2 roulent vraiment plus vite grâce à ces moteurs qu'avec les moteurs 600 de Honda. Alors, comment se comporte cette moto ? Eh bien, je vais vous dire qu'il y a ici de l'agressivité. La distribution a été modifiée, les soupapes aussi, et puis d'autres choses encore. Honnêtement, je préfère le décrire plutôt que d'en parler, parce que c'est un peu ennuyeux et je ne veux pas non plus faire d'erreur. Donc ça, vous pouvez le lire dans le magazine Świat Motocykli. Ce qui compte, c'est la réactivité. La réaction à l'accélérateur est assez agressive. Je l'ai bien formulé, assez agressive. C'est de ça qu'il s'agit. Cette moto peut être contrôlée une fois qu'on roule en deuxième ou troisième vitesse dans les virages. Ce moteur en ligne se laisse bien doser, mais si par exemple on prend un demi-tour en première ou qu'on entre dans un virage en première, ce qui n'est parfois pas du tout rentable, on sent à quel point il peut devenir nerveux sous l'accélérateur. C'est pareil quand je faisais des figures, je roulais sur la roue arrière.
même en ayant réglé la cartographie sur Road, alors qu'on a le choix entre Road et Track, il reste très vif. Sous l'accélérateur, il est beaucoup plus nerveux que la 675. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que cette moto a aussi été et reste encore aujourd'hui adorée par les stunters. C'est encore une fois parce qu'on a une délivrance de puissance linéaire. C'est très important en stunt que la moto délivre la puissance de façon linéaire. Parce que lorsque vous faites, vous savez, des cercles techniques, pas de grands cercles mais de petits drifts, vous devez avoir un moteur prévisible qui fonctionne très en douceur et en même temps vous voulez avoir un milieu puissant et surtout du couple en bas pour que la moto tire bien. C'est pourquoi la Triumph s'est très bien comportée en stunt et étonnamment elle a tenu le coup car c'est un test assez exigeant pour les motos. Elles n'y sont pas ménagées, elles sont poussées à fond et ces moteurs tenaient le choc. Donc en ce qui concerne le stunt, c'est un peu plus difficile sous les gaz. Bien sûr, c'est gérable, mais cela demande un peu de temps. En ce qui concerne les wheelings rapides, tout va bien. Hop, première, deuxième, tu pars, tu passes les vitesses, tu as le quick shifter et tu fonces ici. Je n'avais pas beaucoup de lignes droites, mais croyez-moi sur parole, c'est faisable. C'est très facile et agréable. Le plus facile, enfin ce n'est pas le plus facile pour que vous ne vous précipitiez pas tout de suite à essayer ça sur vos motos, sur vos Triumph, parce que sur la nouvelle Triumph, il y a tout de suite des butées. Elles sont tout simplement géniales. C'est ainsi que cette moto est équilibrée. La suspension avant Showa ne procure pas seulement de bonnes sensations sur circuit, parce que vous savez, c'est une suspension que l'on retrouve sur de nombreuses motos sportives. Même sur les 1000 essais, vous trouverez la fourche Showa BPF, Big Piston Fork. Il est parfaitement réglé, absorbe bien les bosses, l'avant est prévisible, mais aux arrêts, vous allez claquer ces freins Brembo, également les meilleurs freins que vous puissiez pratiquement avoir. Tu lui fais une claque, il se lève un peu et glisse sur ce front, brillant, très facile et agréable à sentir. Oh, bien sûr, j'ai oublié de mentionner l'électronique elle-même. Je me souviens quand j'ai beaucoup vanté l'ABS de Triumph et je peux toujours le faire quand le car en mode circuit, on peut bloquer la roue arrière et même faire des stoppirs, mais après en avoir fait plusieurs fois, de temps en temps ce système s'est activé. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Je soulevais la moto et soudain les freins avant lâchaient et elle partait. C'est arrivé 2 fois environ. Soyons honnêtes, c'est un petit problème, car peu de gens feront de longs stoppies sur une moto de série. Mais il faut sans doute le mentionner. C'est dommage qu'il ne soit pas possible de désactiver complètement l'ABS, mais ce n'est pas une moto tout-terrain, donc la réglementation ne le permet pas. Cela ne change rien au fait que sur circuit, l'ABS ne s'est jamais déclenché, à aucun moment. Il a fonctionné de manière remarquable. Et pour le stunt, soyons honnêtes, pour le stunt, tout le monde enlèvera ce fusible de toute façon. Le contrôle de traction, c'est pareil. En fait, cette moto a tellement de traction grâce à cet amortisseur Öhlins à l'arrière, à sa géométrie et à ses pneus, que dans de bonnes conditions d'adhérence, le contrôle de traction ne fait que veiller au cas où, si jamais on exagérait vraiment. Et même lorsqu'il intervenait, il le faisait d'une manière telle que je ne sentais absolument pas de coupure de puissance sur cette moto. Donc c'est vraiment remarquable. Elle sortait des virages avec des glissades de la roue arrière, ce qu'on pouvait même voir sur l'asphalte. Le moteur n'était absolument pas bridé. Donc l'électronique, tout comme sur la version 2017, est vraiment bonne. Mais pour le stunt, il faut tout simplement la désactiver. Oh! Ce qui est important, c'est qu'on roule sur la roue arrière avec le contrôle de traction activé et il ne s'est jamais déclenché chez moi à aucun moment. Et c'est très important de savoir que lorsqu'on roule normalement, on n'a pas besoin de désactiver le contrôle de traction pour lever la roue en mode circuit, car il n'y a pas d'anti-wheelie en mode circuit. Donc non seulement on peut facilement faire un joli wheeling en sortie de virage, mais au quotidien, disons, on peut garder le contrôle de traction activé en sortie de virage, et si on veut faire un wheeling à l'embrayage, on le fait sans se soucier de l'ordinateur. Donc ces wheelings, c'est vraiment le summum, c'est le top du top. J'ai roulé un peu ici, et ça m'a rappelé l'époque où on essayait d'en faire. Plus j'en faisais, mieux ça allait, et ça m'a donné envie de peut-être essayer à nouveau de faire de longs wheelings. Mais qu'en pense ma femme? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, rouler sur circuit, c'est un plaisir fou. Cette moto tourne avec tellement de facilité, et c'est justement grâce à la géométrie de la suspension et à ses pneus, qui sont des pneus purement sportifs. Avec eux, on peut aller directement sur circuit, il n'y a même rien à changer. Il suffit juste d'ouvrir les gaz. Il change de direction avec une telle aisance, le moteur monte en régime si facilement que plusieurs fois, la moto a même changé de direction, entre guillemets, trop rapidement pour moi parce que je roulais, je voulais prendre un virage et il s'est avéré qu'en utilisant la même force de contre-braquage ou d'autres astuces similaires, tout à coup, je me retrouvais beaucoup plus vite à l'apex que ce que j'avais prévu.
En pleine inclinaison, il se contrôle de façon géniale. Rien de nouveau, rien de surprenant. Une moto moderne conçue avec soin et une grande expertise en matière de machines sportives. Une moto vraiment sympa, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un autre Super Naked, car nous avons les Hyper Naked, dont je parle dans le numéro actuel de Chouette Motocycli, avec le KTM 290 Super Duke R. Et ça, c'est un Super Naked. Avant, c'était un Naked sympa, mais toujours un Naked. Maintenant, c'est un Super Naked, car selon moi, c'est une moto qui peut vraiment rivaliser avec les machines sportives. En ville, sur la route, elle surpasse n'importe quelle sportive, tout simplement parce qu'on est plus à l'aise, on se sent plus en confiance. Sur circuit, si elle avait des carénages et qu'elle était une Daytona, alors là, ce serait l'apothéose. Mais maintenant, non, son seul et unique inconvénient pourrait être que sur la ligne droite, à cause de la résistance de l'air, on va simplement perdre un peu. Mais dans les virages, l'entrée en courbe, le freinage, tout est vraiment top. La seule chose qui m'a agacé aujourd'hui, ce sont les rétroviseurs qu'il fallait dévisser pour rouler sur circuit. Parce que j'essayais de me décaler et ils me gênaient tout le temps ici. À cause des rétroviseurs, j'avais cette sensation de claustrophobie sur cette moto. À part ça, c'est du tout bon. Je ne mens pas, j'ai toujours aimé la Street Triple. J'ai fait des choses étranges et variées avec elle dans la rue à l'époque où j'étais moins raisonnable. Celle-ci incite vraiment, elle donne vraiment envie. C'est pourquoi je vous propose d'emmener vos triomphes sur les circuits où vous pouvez faire ce genre de choses, prendre les virages à votre guise. Oh, c'est important. Je n'ai pas parlé de la boîte de vitesse, des rétrogradages et de l'embrayage anti-dribble parce qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser le frein arrière. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le demi-embrayage en entrant dans les virages lorsque vous rétrogradez de manière agressive. Il vous suffit de rétrograder, de freiner, de lancer un peu la moto dans le virage et elle commence à glisser si bien. Zéro drame. Contrôle total. Oh, génial. Génial. J'ai vraiment aimé. J'espère que toi aussi, Kuba, tu as aimé. J'espère que toi aussi, Oukash, tu as aimé. J'espère que si je devais maintenant énumérer tous les prénoms masculins et féminins, je pourrais dire que j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je vous invite à visiter le site Chouette Motocycli PL. Il y a une nouveauté là-bas qui pourrait vous intéresser, alors abonnez-vous et faites ce genre de choses. Je déteste dire ça. Vous savez quoi faire, mais si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et on discutera encore un peu de moto. Bien à vous.